bonjour à tous. Merci de votre présence. Je m'appelle Philippe Morisseau et je vais vous parler du sujet d'un Data Hub qu'on a construit pour un client. Et donc, c'est un REX sur 5 ans de construction de ce Data Hub. Mais avant tout, je tiens à remercier les différents sponsors, sans quoi l'événement ne serait pas possible. Et donc, je n'aurais pas pu venir à Lille pour la première fois. Donc, je suis hyper content. Donc, aux sponsors or, et puis bien entendu, aux sponsors argent et bronze. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet avec le début de l'histoire. En mon chapeau de capitaine. « 26 juin 2018. Enfin, nous avons pris la mer. Et ce ne fut pas simple. Nous avons dû comprendre les enjeux de nos clients, mais surtout, nous avons dû le convaincre. L'essentiel, c'est que nous ayons réussi. Aujourd'hui, nous avons largué les amarres. Mais revenons rapidement sur cette première partie du voyage. Alors, du coup, comme je vous disais, moi je suis le capitaine. En tous les cas, je me suis retrouvé en position de capitaine et on a eu un client qui est arrivé avec un besoin assez particulier, enfin particulier, pas vraiment. C'est un client qui est dans le retail, de proximité, d'ultra proximité d'ailleurs. Il est venu nous voir en disant « Ok, en fait, moi, j'ai besoin de pérenniser mon activité parce que face à des géants comme Amazon, je sens que j'ai une petite pression. Et donc, je dois en fait proposer une autre offre à mes clients, quelque chose où moi, je suis expert de l'ultra proximité. Il faut que j'offre une expérience numérique dans le même style, ultra proche du client. Donc, grosso modo, pour pouvoir y arriver, il faut que je connaisse le plus possible mon client au travers de ses actes d'achat qu'il réalise. Et en fait, ce qui serait aussi d'autant plus intéressant, c'est d'offrir à mes clients une expérience gamifiée. Alors, on dit, OK, c'est joli sur le papier, mais comment on va faire ça? Donc, on se dit, il y a peut-être une solution, on va réfléchir à quelque chose. Il nous dit, notre client, j'ai quelques contraintes quand même. Première chose, en fait, j'ai commencé à travailler avec Microsoft et donc la solution doit obligatoirement être hébergée sur le cloud Azure. Pas le choix, on part. OK. Deuxième point, j'ai des problématiques de délai. Grosso modo, je vais arriver en période de fin d'année, donc les fêtes de Noël, et il faut que la première version de ma solution soit opérationnelle. Parce qu'il faut que j'ai ça un peu sous le sapin de Noël pour tous mes clients, parce que ça va offrir une nouvelle expérience et c'est la meilleure occasion de pouvoir booster mes ventes. Et le troisième point, c'est l'aspect économique. Je suis une entreprise du retail, je n'ai pas non plus des montants astronomiques à dépenser dans la solution, donc il va falloir que vous réfléchissiez à une solution qui soit la plus économique possible, à la fois d'un point de vue coût de run, donc du workload, et à la fois aussi en termes de maintenance. Je ne veux pas avoir une équipe de 15 personnes pour pouvoir maintenir cette solution. OK. Pour arriver à ça, il a fallu réfléchir aussi à ce qu'était en fait la relation de cette entreprise avec ses clients. Donc forcément, au milieu, on imagine, on a nos clients. Okay, nos clients, ils vont faire plein de choses et on va collecter des données. Notamment, ils vont aller sur le e-commerce, ils vont faire des paniers avec des produits qui vont être utilisés. Les clients vont dans des magasins, donc j'ai aussi des notions de magasins. Et puis, on va rajouter comme ça des offres, des ciblages, de la fidélité, des achats, etc., puisqu'on va avoir toutes ces actions-là. Et puis, on va rajouter les catégories, d'autres informations, les partenaires qui proposent des offres commerciales, donc notamment, mettons, de dire quand vous faites un achat le samedi, on vous offre une réduction sur les billets de cinéma. Quand vous achetez tel article, on vous propose une offre sur un autre article de cet industriel, etc., etc. Vous imaginez bien que si on devait faire un système qui permettrait
à notre client d'offrir une expérience gamifiée à nos utilisateurs avec tous ces éléments-là, ça deviendrait vite un peu le bordel à gérer. Donc, en fait, ce qu'on s'est dit, on va prendre un peu de recul, et puis on s'est dit, pour proposer quelque chose d'intéressant à notre client, on va se baser un peu sur le pattern data mesh. Je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler du data mesh parmi vous. Oui, alors, une main levée, d'accord. Deux. OK. L'idée, c'est de dire, OK, on ne va peut-être pas tout mettre en place du data mesh, parce que bon, le client, forcément, il a une période d'acculturation, mais on va prendre quelques concepts clés qui nous semblent pertinents dans le cadre de notre projet. Et notamment, le premier concept clé, c'est le domain ownership. Donc, on se dit, OK, on a toutes ces catégories, enfin, tous ces modèles de données, ces tables, en fait, ce qu'on pourrait représenter. On va les regrouper par domaine de données. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a fait des patates et on a regroupé les catégories de produits avec les produits, ça paraît logique, les offres avec les informations sur les ciblages, les partenaires, les industriels, etc., etc. Donc, on a limité toute la complexité dans des domaines et on a dit, bon, grosso modo, vous porterez dans vos domaines la complexité des données qui sont dans votre domaine et qui sont sous votre responsabilité. Le deuxième point de l'approche data mesh, c'est le principe de self-service. L'idée, c'est de dire, OK, maintenant, j'ai commencé à découper un peu toutes mes données et puis à les répartir dans des domaines ownership. Il faut aussi, dans le principe du data mesh, c'est offrir l'autonomie aux équipes de pouvoir instancier les produits et services dont ils ont besoin dans leur domaine. Et donc, se pose la question, OK, sur Azure, j'ai plein de services Azure de stockage, j'ai du PGSQL, du Cosmos DB, du Synapse Analytics, du SQL, du Storage Account, du Cache Redis, enfin, j'ai plein de trucs. Et en même temps, moi, je ne peux pas imposer quoi que ce soit. En fait, c'est les domaines qui doivent dire, moi, dans mon cas, dans mon use case, j'ai besoin de ce type de base de données parce que ça répond à mon enjeu. Mais pour ça, en fait, il faut avoir une réflexion. Sur cette réflexion, on va se dire, il y a un point important, c'est d'expliquer aux équipes, en fait, le poids et la vitesse que vous souhaitez avoir au niveau de vos données est déterminant. C'est-à-dire que, grosso modo, si vous êtes sur un catamaran qui va super vite, OK, vous allez aller super vite, mais vous n'allez pas avoir grand monde à bord. Par contre, vous avez votre gros porte-conteneur qui, lui, va beaucoup plus lentement, mais par contre, qui peut porter des grosses quantités de données en un seul coup. Et c'est ça aussi qui est important. Donc, en fait, grosso modo, le choix des systèmes dépend en fait, des usages. Et donc, du coup, dire, grosso modo, si vous imaginez, plus le poids de votre donnée est important, plus le coût énergétique du service pour le maintenir va être important. Donc, grosso modo, si vous avez des gros volumes de données, vous allez plutôt partir sur du data lake storage. Et si vous avez des petits volumes de données, en tous les cas, vous avez besoin de vélocité, vous allez partir logiquement sur du cache Redis. Et donc, du coup, le principe peut s'étendre à d'autres principes, poids, vitesse, etc. Et donc, forcément, chacun a ses avantages et chacun a ses inconvénients. Donc, déjà, des infrastructures un peu self-service. L'autre approche du self-service, c'est de se dire, OK, il y a des choses qui sont récurrentes quand on va faire un data hub. On doit interconnecter des systèmes entre eux et faire transiter la donnée. Donc, grosso modo, c'est une API qu'on va exposer et qui va permettre de pousser une donnée à un autre système au travers d'une autre API, par exemple, ou d'exposer des données. Pour faire ça, comme c'est des actions récurrentes, on s'est dit, on ne va pas réinventer la roue et il ne faut pas que nos domaines, nos équipes métiers aient à devoir coder systématiquement toutes les API. On va imaginer un framework. Donc, à l'époque, maintenant, il y en a plein qui existent. Mais à l'époque, en 2018, on n'avait pas de framework. Et donc, du coup, on va imaginer un framework qui va prendre nos objets métiers, qui va utiliser des formats descripteurs standards du marché comme OpenAPI. On va rajouter des notions de connecteurs et de mappeurs pour pouvoir faire les transformations de données. Alors, c'est des transformations minimes de données, et puis pouvoir les interconnecter aux différents fournisseurs de données ou différents consommateurs de données. Et puis, on va mettre une moulinette qui va générer nos API et qui va automatiquement générer le code, mais pas que, parce que l'idée aussi d'un data hub, c'est de pouvoir comprendre et de documenter tout ce qui est produit. Ça va générer aussi la documentation d'API et la documentation technique pour les opérateurs, en automatique. Donc, là-dessus,
C'était notre approche de dire, OK, on va mettre en place un maximum de choses, self-service, pour nos équipes, pour pouvoir aller le plus vite possible. Nos convictions, donc du coup, je vous l'ai parlé, c'est le data mesh. Bien entendu, pour pouvoir atteindre cette vitesse de croisière, pour pouvoir livrer dans les délais qui sont assez courts, c'est de mettre en place une démarche DevOps, une vraie démarche DevOps. Bien entendu, un data hub, on parle d'API, forcément. Pour pouvoir faire en sorte que les coûts d'infrastructure et les coûts de maintien en conditions opérationnelles soient le plus faibles possible, on va plutôt promouvoir une approche serverless. On va aussi, point important, faire en sorte que ce système-là, qui va faire transiter plein de données à droite à gauche, soit le plus observable possible, puisque la problématique, c'est qu'on se retrouve au milieu des échanges entre les systèmes. Et donc, systématiquement, s'il y a un problème entre deux systèmes, on va systématiquement aller voir le Data Hub en disant « c'est chez vous le problème ». Si on n'a pas les moyens de dire « non, c'est le système source ou si le système de la destination qui pose problème », eh ben, on est foutu. Donc, très important, le côté observable. Bien entendu, le client, je ne suis pas riche comme Crésus, donc il faut que j'ai une approche FinOps, évidente. Et bien entendu, comme je vous l'expliquais, documentation as code. Donc, grosso modo, on génère la documentation au fur et à mesure de l'implémentation de notre data hub, de façon à ce que tout ce qui est implémenté par les différents domaines ownership soit compréhensible de tous. C'est-à-dire qu'un domaine peut implémenter une nouvelle fonctionnalité, les autres domaines peuvent comprendre ce qui se passe dans leur domaine. Tout est rendu lisible au travers de la documentation. OK, donc du coup, notre client, il est super content, il dit « Moi, je suis convaincu, vous m'avez convaincu, on part à l'aventure. » 6 juillet 2018. Cela fait une semaine que nous avons quitté le port et que nous nous sommes lancés dans ce voyage. Les enjeux sont grands et nous devons au quotidien nous adapter. Nos convictions sont malmenées et nous savons que cela va durer encore pendant plusieurs semaines. Mais nous devons maintenir le cap. Alors, du coup, ça, c'est l'architecture initiale qu'on a proposée à notre client pour démarrer en disant on va faire un truc simple, etc. Donc, on va faire un système qui va gérer les commandes, un système, donc les opérations, ajout, modification, suppression, un système qui va gérer les requêtes pour aller consommer les données. Et bien entendu, on va observer avec App Insight et puis Log Analytics Workspace. On va utiliser du cache pour les données à haute fréquence. On va utiliser une base de données NoSQL, donc qui est Cosmos DB. Et puis, on va avoir une première approche qui va nous permettre déjà de commencer à APIser certains systèmes et faire communiquer les différents systèmes entre eux. OK, super. Ça, c'était sur le papier. Donc ça, c'est quand on a démarré au mois d'août 2018. On était content. Chouette, on va faire ça. Et puis, en fait, 3 mois plus tard, on a commencé à mettre quelques coups de canif dans notre truc. Parce que le client, il fait « Ouais, alors par contre, moi j'ai un problème. » Donc on vous a dit, hein, on allait tout apaiser. Mais du coup, on a le système, donc les équipes qui s'occupent de fournir les informations sur les données clients et puis les données de tickets de caisse, en fait, elles sont à la bourre, donc elles ne vont pas vous mettre à disposition les données au format API. Et donc, par contre, du coup, vous allez devoir injecter des fichiers CSV dans votre data hub en mode batch. OK. J'ai le choix? Non, pas vraiment. De toute façon, on n'a pas le choix, donc on est obligé de le faire parce qu'on a des consommateurs de l'autre côté qui ont besoin de ces informations-là. Donc, OK, on commence à mettre un petit coup de canif. On dit, bon, on va faire un batch. Promis, on va apaiser bientôt, mais là, les équipes sont débordées. OK. Et puis, on nous dit, bon, mais par contre, c'est pareil, là, j'ai un système un peu pourrave qui s'occupe de gérer les cagnottes de nos clients, qui datent de... etc. Et en fait, qui utilise un protocole d'API pas du tout standard. Et donc, du coup, on ne peut pas faire du standard avec ce truc-là. Donc, on est obligé de faire un espèce de truc tordu avec une espèce de système qui va convertir nos données APIsées au format REST en un format, je ne sais pas le décrire, hein, ça n'existe pas en fait. Hein, c'est une API qui n'existe pas, il n'y a pas de format là-dessus. Donc, OK, bon, on fait, et puis de toute façon, il faut bien répondre aux besoins du client. Donc, on y va, on met quelques coups de canif. Et puis, on continue comme ça. On s'aperçoit aussi d'ailleurs qu'au passage, l'histoire du cache qu'on avait imaginé pour avoir des données à haute vélocité, en fait, le client, ouais, j'en ai pas besoin pour le moment. OK, bon, on l'enlève, c'est pas grave. Et ça, on a pu le faire assez rapidement, donc s'adapter.
Et donc ça, c'est nos premiers apprentissages. Il faut s'adapter. Le client, il peut avoir une idée belle sur le papier, nous dire faut faire ça. Il va ramener ses contraintes au fur et à mesure. Et donc, du coup, on va devoir s'adapter aux différentes contraintes. Et on a dû s'adapter aux différentes contraintes. Par contre, déjà, un point qui est important, c'est qu'on constate qu'on arrive à bien monitorer et à bien intervenir de manière efficace, puisqu'on a mis en place ce truc-là, et donc du coup, on confirme que ça, on y arrive. Et tout ça, ça a pu être réalisé, notamment parce qu'on a mis en place une démarche DevOps. On a pu être très rapide dans l'adaptation en prenant en compte tous les aspects. Donc, à la fois au niveau de l'implémentation, mais aussi au niveau des infrastructures. Par contre, on a commencé à faire quelques petites erreurs. En effet, on a commencé à implémenter quelques règles métiers dans le Data Hub. Là, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais ce n'est peut-être pas une bonne idée. Et puis, on constate aussi qu'on a dans le pattern, dans le design qu'on avait imaginé, on se dit, il y a un truc là, l'API business, va peut-être être un goulot d'étranglement à un moment donné, donc c'est peut-être pas une bonne idée. Bon, de toute façon, pour le moment, ce n'est pas le problème. Ça fonctionne bien, tout le monde est content. « 3 février 2019. Depuis plusieurs mois, nous avons le vent en poupe. L'équipage a pris ses marques et l'ambiance à bord du navire est au beau fixe malgré quelques tempêtes. Le voyage sera long et le moral peut rapidement être mauvais. Nous devons donc rester vigilants. » Ouais, donc, comme je disais, il faut qu'on reste vigilant puisqu'on a quelque chose qui fonctionne. Donc là, c'était au mois d'octobre 2018. Et puis, du coup, le client, il est content, il va nous rajouter des fonctionnalités. Il dit, bon, voilà, on va créer des nouveaux domaines ownership et on va rajouter des données dans le Data Hub pour faire transiter. Donc, on fait évoluer l'architecture, encore une fois, infra self-service. Donc, on grossit, on évolue, on modifie. Et donc, du coup, il commence à nous dire, bon, OK, on va rajouter un moteur de cagnotage avec des règles de gestion et puis on va vous injecter aussi des données à partir de notre plateforme e-commerce. Du coup, cette plateforme e-commerce, on dit, OK, nous, on expose les API, allez-y, connectez-vous. Et là, les mecs, ils font, ah, maintenant, ça ne va pas être possible. Comment ça, c'est pas possible? Vous n'avez pas des API? Ah oui, mais nous, on ne peut pas sortir. OK. Du coup, on fait comment? En fait, faut que vous veniez chercher les messages sur notre notre bus Kafka. Et puis, on récupère, comme ça, vous pourrez récupérer les données. Ah, OK, d'accord. Bon, alors du coup, on se dit, bon, on va faire un truc un peu spécifique pour pouvoir gérer ce connecteur. Donc, on a rajouté un petit connecteur e-commerce dans l'architecture. Et puis, du coup, forcément, on leur pousse aussi des événements, des informations sur la plateforme pour pouvoir qu'ils puissent avoir les choses. Donc, on commence encore un petit peu à dériver dans notre architecture initiale, qui était belle sur le papier. Et puis, on rajoute des fonctionnalités. On se dit, tiens, en fait, on a plein de données dans le Data Hub, mais ils n'alimentent pas notre data lake. Donc, les équipes data analytics n'ont pas les données du Data Hub. Du coup, ils sont obligés d'aller, eux, de leur côté aussi, piocher les informations à droite, à gauche. Donc, on fait un peu un double travail. Ça serait quand même beaucoup plus smart d'aller pousser les données au fur et à mesure dans le data lake pour que les équipes data analytics puissent les utiliser directement et qu'on n'ait pas à faire le double du travail. Donc, on ajoute des fonctionnalités, etc., et tout va bien. Donc là, on constate plusieurs points. D'une part, en fait, on s'est rendu compte que dès le début, on avait une approche FinOps et que cette approche FinOps, c'est plutôt pas mal parce que même si on a une augmentation de l'activité, les coûts restent réduits parce qu'on surveille régulièrement l'activité. On voit si par rapport à ce qu'on paye et par rapport à ce que l'on consomme, on est bien aligné et qu'on n'est pas surdimensionné ou sous-dimensionné les infrastructures, ce qui peut avoir aussi un effet aussi délétère. Hein. Si on sous-dimensionne les infrastructures, vous pouvez avoir une augmentation des coûts donc sur d'autres aspects. Donc voilà, et deuxième point, en fait, on a réussi à avoir une rapidité d'implémentation, du coup, encore une fois, accélérée parce que notre générateur d'API nous permet de rapidement implémenter des nouveaux use cases, et donc on gagne en vélocité, on est super content.
Et donc, on a quand même toujours nos problèmes hein, de règles métiers et de goulot d'étranglement. Ça, on ne les a pas réglés. Ils restent toujours présents. Et puis, en plus, de ça, on rajoute quand même un petit problème. Enfin, un problème, c'est que au final, au fur et à mesure, même si on a mis en place toutes ces bonnes pratiques, on commence à avoir un petit peu plus de complexité. Mais bon, encore, ce n'est pas trop problématique, mais il faut qu'on commence à faire attention à ça. On continue notre aventure 2020. « 23 mars 2020. Nous entrons dans une zone dangereuse. Personne ne peut prédire ce qui va se passer. Le cap du Chamboultou va mettre nos nerfs et de notre équipage à rude épreuve. » Alors, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de cette date-là. Moi, je me rappelle bien. Grosso modo, hein, le président Macron annonce que voilà, nous sommes en guerre et donc voilà, contre le Covid. Et alors, je vous expliquais, une ancienne, donc on était en train de mettre en place un data hub pour une ancienne d'ultra proximité, principalement basée à Paris. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tous les Parisiens n'ont pas pu aller au restaurant. Donc, ils ont été faire les courses. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des achats. Ils ont fait beaucoup d'achats. Beaucoup. Donc, le client, il était très content. Enfin, la société, mon client, était très content parce que, du coup, c'est des sous. Sauf que, du coup, on était un peu en mode panique parce qu'on dit on n'avait pas dimensionné, en fait, nos infrastructures pour pouvoir avoir cette montée en puissance. Donc là, je vous rappelle un peu l'architecture qu'on avait donc juste avant, donc au mois de janvier. Au mois de mars, on avait fait quelques petites modifications au niveau de l'architecture. On avait commencé à dégager 2-3 trucs parce qui ne nous plaisaient pas. Et puis, du coup, on était parti sur cette infrastructure. Et là, donc, je vais vous montrer un petit graphique, un petit peu de l'activité, du nombre d'achats qui ont été réalisés par jour. Donc, on était sur un volume de 50 000 achats par jour. Et comme vous pouvez le constater, en fait, du jour au lendemain, on est passé de 50 000 à 90 000. Donc là, ça commence à un petit peu piquer. Et donc, il a fallu faire très attention à ce qu'on ne se retrouve pas dans une situation où on ne pouvait plus rendre le service parce que trop de latence, trop de messages dans les files d'attente. Et donc, ça aurait pu dégrader le service. Bon, ce qu'on se constate quand même, c'est que, en fait, on l'a réussi à bien l'absorber. Donc ça, c'était super cool. On était hyper contents. Sans trop de soucis. Parce que, encore une fois, comme on était parti sur une architecture serverless, ça nous aide aussi. Le serverless a cet avantage, c'est que, grosso modo, c'est le clouder qui va prendre le plus la problématique de montée en charge par rapport à l'équipe qui implémente les services. Donc déjà, ça nous a aidé, le serverless. Et puis, du coup, encore une fois, le fait d'avoir un monitoring efficace, ça nous a permis aussi très rapidement d'anticiper certains points de blocage et puis de dire, attends, il faut qu'on augmente le potard pour avoir plus de puissance à tel endroit, pour que on ne se retrouve pas dans une situation complexe. Mais bon, pendant ce temps-là, en fait, pendant toute cette période de Covid, on a laissé toutes les problématiques qu'on avait rester. Et puis, en plus, ça a duré quand même un certain temps. Enfin, on a resté, on a eu une période de confinement de, je sais plus, jusqu'à l'été. Et après, il y a eu encore un autre confinement au mois d'octobre, je sais plus, un truc comme ça. Donc, c'était très compliqué. Donc, pendant presque un an, en fait, on n'a pas pu faire d'évolution. On était vraiment focus sur le côté ops du truc. Et puis, du coup, forcément, un an concentré sur l'ops, du coup, il y a des évolutions quand même qui sont apportées. Et donc, notre cloud provider, il nous fait, par contre, il y a des mises à jour à faire là, les amis, parce qu'il y a les services que vous utilisez, ils vont plutôt plus être maintenus par Microsoft. OK. Donc ça commence à se rajouter. Allez, on continue. « 16 décembre 2020. Nous avons traversé ce cap avec succès. L'équipage est euphorique. Mais ce n'est pas l'heure de se reposer. Je sais que les vents que nous allons affronter vont nous donner du fil à retordre. Il faudra rester vigilant, encore une fois, si l'on ne veut pas chavirer. » Alors, vous l'imaginez bien, fort de ce succès,
puisque au final, pour le client, c'était un vrai succès. Il a augmenté son chiffre d'affaires, la solution a tenu le coup, les use cases ont toujours été délivrés, il a forcément gagné des parts de marché, donc il dit « je veux encore investir ». Normal, normal. Et donc, du coup, on se retrouve à dire OK, on va en rajouter encore des use cases, on va rajouter des use cases et on va augmenter de plus en plus l'activité. Donc ça, c'était à la sortie de... Voilà, ça, c'était avant le Covid. Et donc, du coup, au mois de novembre 2021, donc on a fait un petit bond dans le temps, on a rajouté énormément de fonctionnalités. Là, pour le coup, vous constatez qu'en fait, ça y est, la notion d'API, de query, machin, plus chouette, c'est bien ancré. Donc, du coup, tous les nouveaux use cases, on intègre la notion des API, etc. Donc, on exploite en tous les cas la pleine puissance du Data Hub. Et donc, c'est super cool. On va vite, on va bien, on apporte des fonctionnalités, on rajoute d'ailleurs des fonctionnalités de moteur de recherche pour rechercher les informations des clients sur les caisses des magasins. Donc ça apporte encore plus de valeur à l'offre, etc. Donc c'est super. Et on peut le constater, hein, donc l'activité, hein, donc là c'était le nombre de transactions, c'est les opérations qui passent dans le Data Hub. On était à une moyenne de, alors si je ne dis pas de bêtises, 10 millions de transactions au tout début du projet par mois. Et à la fin du projet, donc en 2021, on était dans les 130, 140 Ouais, 130, 120, ouais, un truc comme ça. Dans les 120 millions de transactions par mois. Donc ça commence déjà à faire un petit volume. Alors, il y a des entreprises du retail qui en font beaucoup plus. Là, on est dans un petit. Et donc, du coup, le Data Hub, il tourne à son plein régime. Et donc, du coup, on a plein de use cases, on est super content. Et puis, en plus, du coup, on a réussi. On a forcément fait toutes les mises à jour techniques. On s'est mis en plus des best practices pour se dire, OK, maintenant, dès qu'il y a des mises à jour techniques, on les planifie dans notre roadmap de mise à jour de façon à ne pas se retrouver dans une situation comme on l'a vécu pendant le Covid. On aurait préféré l'anticiper. Ça, on ne peut pas anticiper le Covid. Hein. Par contre, ça, on n'avait pas pu l'anticiper. Et puis, on constate aussi, et ça, c'est forcément au bout d'un certain nombre d'années, hein, donc on a commencé en 2018, là on est en 2021, 3 ans plus tard, que l'entreprise travaillait avec des partenaires avec qui elle a décidé de rompre des liens et de travailler avec d'autres partenaires. Donc ça veut dire aussi qu'il y a certainement des modèles de données à adapter en fonction de ces partenaires et donc changer les flux de communication au niveau du Data Hub. Mais ça se passe bien. On fait le truc correctement. On avance encore dans le temps. Un an plus tard, 5 mai 2022. Nous sortons enfin des vents forts et je vois que l'équipage est fatigué. Pourtant, le challenge qui nous attend risque d'être éprouvant. Dans ce labyrinthe qu'est le cap du Minotaure, il faudra veiller à conserver notre cap. C'est 2 fois cap, c'est pas grave. Donc, 2022, on arrive au cap du Minotaure. Alors, c'est quoi le cap du Minotaure? C'est que notre client, il est tellement content que, du coup, il décide de se dire, j'ai un partenaire qui a décidé de partir, mais vous avez tous les moyens de pouvoir absorber cette modification. Et on a une équipe, un domaine ownership qui se dit, moi, je vais prendre en charge tout le rôle que faisait le partenaire. Et donc, du coup, on a déjà réussi à nettoyer définitivement toutes certaines crassouilles qu'on avait dans notre architecture. Donc ça, c'est bien, on a réussi à les dégager. Donc en 2022. Et puis, du coup, on rajoute plein de fonctionnalités pour pouvoir gérer en fait tout ce qui est gestion des offres, partenaires, enseignes, clients, etc. Et donc, du coup, on rajoute énormément de complexité à notre data hub. Donc, on avait enlevé de la complexité, et en fait, on se retrouve à en rajouter à nouveau. Mince, pas ce qu'on voulait. Et donc, du coup, on se retrouve dans une situation un peu compliquée, qui est d'avoir en fait des flux avec des trucs custom un peu partout qui ont explosé. C'est pas ce qu'on voulait, mais on a dû le prendre à notre charge. Et là, du coup, il y a un vrai problème
de faire bien attention à l'avarie. En effet, parce que du coup, ce projet de modernisation de la fidélisation va nous annoncer en fait des grands bouleversements, parce que forcément, on rajoute énormément de métiers dans un data hub. Je reviendrai pourquoi ce n'est pas une bonne idée. Et puis en plus, ce partenaire, il nous dit moi j'arrête mon service dans quelques mois. Comment ça, vous arrêtez votre service, vous rompez le contrat, mais non, on arrête le service définitivement. Le machin, on éteint la machine. Et dans combien de temps? Dans 3 mois. Ok, d'accord, on va essayer de faire ce qu'on peut. Donc du coup, on se retrouve dans une situation où on n'a pas le choix, on est obligé d'implémenter ces fonctionnalités. Le partenaire a décidé de partir et carrément d'éteindre son service. C'est même pas, on ne peut pas rattraper ça avec un contrat de dernière minute en disant on fait une rallonge de contrat. Non, c'est fini, il n'y en a plus. Il n'y a plus le service. Donc du coup, pas le choix, on est obligé d'implémenter tout ça dans notre solution. Et puis du coup, forcément, l'activité monte au maximum. Et donc du coup, on constate que là, on atteint vraiment nos limites. Et notamment sur notre fameux goulot d'étranglement, notre API Business, que j'avais identifié au tout début, on commence à voir que notre API Business commence à vraiment frotter très très fort en termes de capacité. Et donc du coup, on commence à avoir quelques petits problèmes. Hop là, je ne sais même pas dans quel sens je mets mon chapeau. Si, c'est bon. « 13 mars 2023. La traversée du cap du Minotaure n'a pas été simple. Nous avons subi des avaries. Nous arrivons dans l'archipel des Chimères. Nous allons en profiter pour réparer notre navire avant de repartir. » Donc, comme je vous le disais, le problème de tout ça, c'est que, grosso modo, on a eu des pannes en cascade sur notre data hub. Donc, ça n'a pas été une période très agréable pour les équipes. Donc le client, forcément, avec une grosse tension, a dû reprendre toute une part de l'activité. Et on a constaté, donc forcément, comme on a une bonne observabilité, on a quand même rapidement identifié là où ça commençait à coincer, et coincer fortement. Donc comme je vous l'ai expliqué, au niveau de notre API Business, donc là on voit bien, il y a un gros goulot d'étranglement parce que toutes les données passent, il y a un gros flux de données qui passe ici entre le message broker et notre function qui communique avec notre base de données NoSQL, sachant qu'on avait énormément de données dans cette base de données NoSQL. Et puis, du coup, on constate aussi qu'on commence à avoir des grosses latences au niveau des requêtes, parce qu'on a beaucoup d'interrogations, on a beaucoup de données qui doivent remonter, et donc, du coup, ça crée des latences qui sont compliquées. Et puis, il y a, alors je ne sais pas si vous l'avez vu, en fait, au fur et à mesure, on a dû rajouter aussi pas mal de données en mode batch. Et donc, du coup, on se retrouve avec un truc qui commence à devenir extrêmement difficile à maintenir, tous ces batchs, parce qu'on apporte énormément de complexité. À l'époque, encore une fois, on avait mis un coup de canif en disant « oui, mais ça va disparaître, ils vont apaiser leurs données ». Au final, dans la réalité, ils ne l'ont jamais fait. Et donc, du coup, il a fallu accepter ces données dans des formats XML, JSON, CSV, Parquet, enfin, de tout. Et donc, du coup, il a fallu faire des batchs. Au départ, on était parti sur une solution, un petit truc tout simple. Donc, on s'est dit, on va faire un petit batch .NET, parce que voilà, on avait une équipe de développement .NET pour implémenter tous ces trucs-là. Enfin, on avait des équipes. Et donc, du coup, on va les développer en .NET parce que voilà, c'est les compétences qu'on a à disposition. Et puis, en fait, on se rend compte que en .NET, ce n'est pas non plus le meilleur langage pour pouvoir faire du traitement batch, surtout avec de la data. Donc là, on commence un petit peu à gratter. Donc, on se dit, bon, il faut qu'on réagisse, on ne peut pas rester dans une situation comme ça. Donc ça, c'était en 2022. Donc, on se dit, on va engager un grand chantier de modernisation de notre data hub pour pouvoir, en fait, résoudre tous nos problèmes. Le premier point, ça a été de mettre en place, donc de virer le système de batch, qui n'était pas adapté, et de passer directement sur un système donc, avec du Synapse Spark et du Synapse Pipeline. Donc, c'est la solution de Microsoft managée, l'équivalent de Databricks, si on veut. Et donc, du coup, on va utiliser ce système-là, qui sont beaucoup plus adaptés pour pouvoir traiter les données et les injecter
dans le Data Hub ou les balancer dans le Data Lake s'il n'y a pas d'intérêt à les envoyer dans le Data Hub. Et puis, on a commencé un petit peu à restructurer aussi les systèmes, notamment au niveau de notre API business, donc, qui était surchargé, pour pouvoir commencer à avoir un découpage différent où en fait, tout ne passe plus par notre API business, mais on a créé en fait un système avec une API interne qui va gérer la communication avec notre SGBD et une autre API dédiée pour tout ce qui est requête. Comme ça permet de vraiment segmenter et de ne pas se retrouver avec ce goulot d'étranglement. Donc tout ça nous a permis de résoudre pas mal de problèmes. Et donc du coup, on arrive au mois de mars 2023 et on constate que la mise en place d'une démarche DevOps, donc comme là vous avez pu le constater, on a fait beaucoup d'évolutions sur le Data Hub. Toutes les équipes ont pu être autonomes pour pouvoir faire évoluer à leur guise les fonctionnalités du Data Hub. Et ça a pu être réalisable au travers de la mise en place d'une démarche DevOps. Le deuxième point, c'est qu'en plus, on a réussi à réduire la complexité au niveau des batchs. Parce que forcément, les équipes, pour maintenir ces batchs .NET et tout ça, c'était une galère pas possible. Là, en disant, bon, OK, on va faire du Spark, et puis on va mettre des data engineers qui vont s'en occuper, parce que c'est leur métier. Enfin, ils connaissent en tous les cas PySpark et ils savent comment traiter ces données-là. Ça sera beaucoup plus aisé. Donc, on a soulagé aussi la tension au niveau des équipes en disant, bon, OK, on va mettre plutôt cette solution, ça sera beaucoup plus adapté. Et enfin, notre fonte a permis de résoudre les problématiques de performance en découpant notamment l'API business en plusieurs morceaux. Et donc, on arrive au bout de notre histoire. Je n'ai pas besoin de mettre mon chapeau. Je ne sais pas pourquoi je mettais mon chapeau. Donc, on est arrivé à quai. Et donc, du coup, s'il y avait une conclusion à faire, donc là, vous avez pu l'imaginer un petit peu dans ce que j'ai dit précédemment, le premier point, c'est qu'il faut résister à la tentation d'implémenter des règles métiers à l'intérieur du Data Hub. On sera toujours tenté de se dire, ouais, mais attends, la donnée, moi, je te la fournis brute, tu fais une petite règle métier qui va rajouter ça, et puis tu vas la pousser comme ça, notre système derrière, il va être tranquille, quoi. Je ne veux pas externaliser ça. Tu peux le mettre dans ton Data Hub, allez. Pas pour longtemps. Alors, ça peut être une bonne idée sur le papier. En fait, la réalité, c'est que vous allez rajouter de la complexité. Et ça va être difficile à maintenir. Parce que vaut mieux avoir une équipe dédiée à l'extérieur, avec un service à l'extérieur, et utiliser le Data Hub comme couche d'intermédiation entre les systèmes métiers, plutôt que de mettre ces systèmes métiers à l'intérieur du Data Hub. Parce que vous allez commencer à faire une espèce de plate spaghetti, une espèce de gloubi-boulga de trucs. Ça va difficilement être maintenable. Le deuxième point, voilà, c'est que, en fait, le Data Hub, c'est avant tout en fait, un moyen de permettre un point d'accès de confiance aux données pour les applications de métier. C'est très important parce que, en fait, tous les systèmes métiers qui sont plugués au Data Hub, donc qui consomment ou qui poussent des informations, vous feront tout le temps le reproche que c'est de votre faute. Quand vous maintenez un Data Hub, c'est toujours la faute du Data Hub. C'est toujours la faute du Data Hub. Donc, c'est très important que vous soyez hyper carré sur la documentation, parce que vous pouvez toujours dire aux équipes métiers, c'est documenté et ça fonctionne comme ça. Et sur l'observabilité, j'ai la preuve. Et donc, c'est très important d'avoir en fait cette notion de dire, OK, c'est très important pour mes équipes métiers d'être serein sur la qualité des données qui sont fournies par le Data Hub. Le troisième point, désolé, c'est que, alors c'est pareil, c'est un biais. Donc le Data Hub est un élément, enfin moi c'est mon point de vue, alors, on peut rentrer dans un débat si vous voulez débattre. Pour moi, un Data Hub, c'est un élément d'une data platform. Une data platform est beaucoup plus grande parce que en fait, ça a vocation à traiter tout type de données. Le Data Hub, lui, se concentre sur l'aspect transactionnel de la donnée. Donc, sur le côté opérationnel de la donnée, mon système A a besoin d'une information fournie par le système B en
en quasi temps réel. Contrairement, alors je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler d'iPaaS. Est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler de cette notion d'iPaaS, Integration Platform as Service? La différence entre un Data Hub et un Integration Platform as Service, c'est que l'iPaaS, lui, se contente juste de pousser la donnée du point A au point B. Le Data Hub, lui, va avoir une capacité supplémentaire de pouvoir contenir la donnée et de pouvoir la restituer dans différents formats. Donc, grosso modo, de pouvoir dire, il y a des systèmes qui vont pousser la donnée. Pour ce besoin-là, j'ai besoin de la conserver, de la mettre à disposition pour d'autres systèmes qui, eux, ne vont pas avoir la capacité de recevoir la donnée, mais de l'interroger. Donc, c'est cette différence qu'il y a entre un iPaaS et un Data Hub. Donc, cet élément, alors c'est une petite digression, mais cet élément fait que, grosso modo, souvent, on va vous dire « Ah ouais, mais moi, j'ai des données, des indicateurs, des KPI. Je peux les mettre dans ton Data Hub parce que j'ai mon autre système qui en a besoin. » Alors, ça pourrait être une bonne idée sur le papier. Mais encore une fois, en fait, ça ne répond pas à l'enjeu transactionnel. Des indicateurs, des KPI, vous les mettez sur un data lake, sur une data platform, sur un data warehouse pour pouvoir faire des rapports, des dashboards, pas de souci. À la limite, vous exposez ces données-là sous forme d'API et vous les exposez au travers d'un API manager pour avoir ces indicateurs, ces KPI, mais vous ne les mettez pas dans un data hub. Ça va surcharger des données en données. Les indicateurs vont surcharger votre data hub en données et ne vont pas apporter de valeur à proprement parler, parce que c'est de l'analytique. Donc, il faut résister à cette tentation aussi. En conclusion aussi, ce qui est très important, c'est que du coup, on a confirmé quand même, et en tout cas, moi, mes convictions sont confirmées qu'à un moment donné, si je dois refaire un data hub, je reprendrai exactement tout ça. Bien entendu, je ferai certainement des choix d'architecture différents, surtout compte tenu des évolutions technologiques qui sont proposées aujourd'hui. Mais dans les principes de data mesh, les principes de DevOps, le principe du serverless, alors là, c'est vraiment contextuel au client. On aurait pu ne pas faire du serverless. Les principes d'observabilité de FinOps, c'est toujours idéal, enfin, c'est toujours intéressant. Et les principes d'APIisation des données et de doc as code, ça, je ne remettrai pas ça en cause. En tous les cas, moi, ça m'a confirmé sur mes convictions. Et je ne sais pas si je suis dans les temps. Il me reste... Si, c'est bon. Ah, super. On va pouvoir avoir un peu de temps pour des questions. Pour finir, si mon talk vous a intéressé, en tout cas, si ça vous a un petit peu posé des questions, il y a un bouquin que je peux vous recommander qui est écrit par Gene Kim, qui s'appelle The Unicorn Project. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu, qui ont entendu parler, ce bouquin-là. Donc c'est la suite, enfin on va dire c'est un crossover d'un autre bouquin qui s'appelle The Phoenix Project. Et il est hyper intéressant parce qu'en fait, ça parle d'une équipe qui maintient un data hub et qui rencontre toutes ces problématiques parce qu'en fait, ils ne sont pas en méthode DevOps, ils ne font pas du data mesh. Et donc, en fait, on a exactement les problématiques que je vous ai expliquées. C'est que tout le monde leur tombe dessus en disant « Ouais, ça ne marche pas, c'est de votre faute ». Et donc, les mecs, ils ont beau dire et beau faire, ils n'avaient pas les moyens de pouvoir résoudre leurs problèmes. Et ce bouquin-là, il explique comment, enfin, en tout cas, c'est romancé, c'est un roman, donc c'est pas une réalité, mais il propose une autre approche en disant, en fait, si on commence à mettre en place du DevOps, d'avoir une stratégie d'observabilité pour pouvoir fournir maximum d'éléments pour nos différentes applications métiers, on va être beaucoup plus efficace et puis on va se concentrer sur l'essentiel. Et puis, un des dieux, on va dire, de l'informatique, Martin Fowler, je vous conseille son blog. Alors, ces articles de blog, c'est des gros pavés, mais alors c'est juste génial. C'est hyper documenté, c'est toujours très très bien expliqué. Et notamment, il y a un article sur les principes du data mesh et des architectures logiques. Je vous conseille de le lire. C'est tout pour moi. Je vous remercie de votre attention. Et puis, si vous voulez, vous pouvez lâcher le QR code. Voilà. Et si vous avez des questions, je suis à vous. Oui? Alors, attendez. Le micro.
Et une question et demie sur l'architecture où, déjà, pour bien être sûr d'avoir bien compris, on est d'accord que si on a des systèmes externes qui ont leur propre base de données, Ouais. qui sont maîtres de leurs données, et que c'est au lieu de les contacter eux directement, qu'on fait une duplication dans le data mesh, Ouais, dans le data hub. dans le data hub. Ouais, exactement. Mais du coup, tu dis qu'il ne faut pas mettre de métier À l'intérieur. dans le data hub. Et sur ton schéma, tu as envoyé des commandes. Est-ce que du coup, en fait, finalement, c'est du CRUD qu'il faut faire? Enfin, Oui, c'est c'est juste alors dire, je duplique mes lignes de données et pas j'indique des événements métiers. alors la donnée, forcément, contient du métier, forcément. Par contre, les opérations, les commandes, hein, c'est le CRUD, donc c'est les ajouts, modifications, suppressions, elles sont poussées au travers des API. Mais en fait, quand je dis il ne faut pas mettre de règles métiers, ça veut dire pas mettre de systèmes qui vont transformer ces données-là pour pouvoir, en fait, par rapport à des règles métiers qu'on aurait établies dans l'entreprise. Si ces règles métiers sont nécessaires, il faut les mettre à l'extérieur. Donc, grosso modo, on peut très bien utiliser le Data Hub comme un média pour pouvoir, mettons, de l'application A à l'application B, si, mettons, on a une transformation, une règle métier, soit c'est l'application A, soit c'est l'application B qui la prend en charge, soit on se dit, non, en fait, on va faire une application C qui va s'occuper de faire l'intermédiation et renvoyer vers de B à B, C. Et du coup, en lecture, on n'agrège pas non plus des données qui pourraient venir de deux sources pour avoir un seul point de lecture où on récupère... Ah si, c'est tout l'intérêt. Okay, c'est tout l'intérêt. Donc c'est pour ça qu'en fait, on a aussi cette notion donc, de connecteur et de mappeur, mais on n'a pas de règle de métier, on va dire. C'est plutôt de l'agrégation. Donc on a, en plus, alors du coup, j'ai pas expliqué, on utilise donc pour tout ce qui est interrogation, on utilise du OData. Enfin, on utilisait du OData. Donc grosso modo, les systèmes étaient en capacité de pouvoir faire les requêtes et récupérer directement en fait leurs données agrégées. Time over, plus de temps pour des questions. Mais si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir, on peut en discuter, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup.